Si la guerre à Gaza s'arrêtait aujourd'hui, affirmaient les Nations Unies en mai dernier, il faudrait jusqu'en 2040 pour reconstruire toutes les maisons qui ont été détruites par les bombardements et les offensives terrestres d'Israël dans le territoire. Face à la destruction des logements, des lieux de culte et de patrimoine, face au déplacement de 90% des Gazaouis depuis un an, est-il encore possible d'envisager un avenir à Gaza? Peut-on alors parler de futuricide? Pour y répondre, pour tenter de décortiquer ce terme, une invitée ce soir, Stéphanie Lat Abdallah. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne politique, chercheuse au CNRS. Vous êtes l'autrice de cet ouvrage intitulé « Mort en guerre, détention des corps et figures du martyr en Palestine », un ouvrage qui a paru aux éditions Cartala en 2022. Et vous êtes à l'origine d'une tribune qui vient de paraître dans le journal Le Monde, une tribune dénonçant un futuricide des Gazaouis opéré par l'armée et le gouvernement israélien. Merci d'être l'invité ce soir de Questions du Soir. Merci aussi d'être venu malgré la maladie qui vous prend ce soir. La première question est toute simple et rejoint d'ailleurs le débat que nous avions à l'instant avec les deux chercheurs, la question de la définition. Pourquoi forger un nouveau terme, un néologisme, celui de futuricide? Parce qu'il m'a semblé que finalement, ce qui était visé, au-delà de toutes les destructions qu'on connaît et de tout ce qui a déjà été dit, hein, c'est-à-dire que on a parlé de scolasticide, c'était déjà Karman Aboulsi qui en parlait suite à la guerre de 2008-2009, donc c'est déjà ancien. La guerre de 2014 conduite à Gaza a fait émerger, en tout cas dans le contexte de Gaza, les termes d'urbicide et également de sociocide. Évidemment, ce qui est en débat maintenant, c'est cette question du génocide, qui lui, en revanche, relève d'une définition juridique. Donc on a tous les éléments pour penser que oui, il s'agit d'un génocide, mais évidemment ce sera... En tout cas, il y a débat sur la question, disons. Il y a débat, et c'est la justice internationale qui en est saisie et qui en débattra pendant, on pense, au moins une décennie avant d'arriver à une conclusion. Pour l'instant, elle s'est limitée à demander des mesures conservatoires en janvier, puis en mars, puis en mai, pour éviter, pour prévenir tout risque de génocide. Ces mesures n'ont pas du tout été appliquées et les mêmes méthodes de guerre sont employées, ce qui laisse vraiment penser qu'on est face à un génocide. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que finalement, l'ampleur des destructions, le fait de toucher les universités, de toucher les hôpitaux, de toucher tout ce qui finalement permet un avenir possible dans cette bande de Gaza. On parle aussi d'écocide, c'est-à-dire que oui, effectivement, comme vous le disiez, il faudrait au moins 14 ou 15 ans pour pouvoir ne serait-ce que déblayer les gravats, d'une part. D'autre part, on a 360 000 tonnes de déchets qui se sont accumulés dans la bande de Gaza, sans oublier la toxicité de la guerre. Le sol de Gaza était déjà très toxique après la guerre de 2014. Il l'est, on ne peut plus, puisque les bombes constituent une toxicité, évidemment, les bombes explosées et les bombes non explosées qui restent dans Gaza. Et donc tout ça m'amène à penser que finalement, ce qui est visé, c'est non seulement le présent, mais c'est l'avenir possible à Gaza. Et là, d'autant plus aujourd'hui, on le voit d'autant plus clairement aujourd'hui, après un an de cette guerre, qu'on voit très bien que ce qui se profile, c'est à la fois réoccupation, voire recolonisation et expulsion. Donc expulsion qui était visée dès le départ, mais dont on voit plus clairement les contours, en tout cas aujourd'hui, depuis 10 jours, en ce qui concerne le nord de la bande de Gaza. Donc tout ça relève d'une impossibilité de penser un avenir. Et je rajouterai un élément, c'est-à-dire que futuricide, c'est aussi laisser penser aux gens qui n'ont pas d'avenir à Gaza, c'est-à-dire projeter un avenir forcément dystopique pour les personnes, et donc d'une certaine manière gouvernementaliser leur avenir en leur projetant un avenir dystopique comme seul horizon d'attente possible. Donc tous ces éléments me laissent à penser qu'il s'agit aussi d'un futuricide. Deux questions qui me viennent en vous écoutant, Stéphanie Lat Abdallah. La première, est-ce que ce n'est pas dans la fonction de toute attaque militaire, de toute guerre même, de supprimer l'idée que l'ennemi puisse avoir un avenir possible? Est-ce que toute guerre ne contient pas cela en elle-même? Alors plus ou moins. Toute guerre ne vise pas forcément à
expulser une population. Toute guerre n'est pas censée être conduite contre une population civile et contre les infrastructures civiles. Bon, ça fait quand même effectivement des années que les guerres se livrent contre les civils, mais là, on est quand même dans un cas particulièrement aigu de cette guerre qui, depuis le départ, est menée contre les civils, la population civile, et contre toute possibilité d'avenir dans la zone, et aussi contre tout futur politique, parce que, en fait, ce futuricide, il concerne évidemment en premier lieu les Gazaouis et au-delà les Palestiniens, parce qu'on pourrait parler de la manière dont les modalités de la guerre et de la gestion de la conflictualité s'homogénéisent à Gaza et en Cisjordanie, on pourra en parler. Mais quelque part, elle questionne aussi la manière dont le gouvernement israélien actuel envisage l'avenir, en fait. Quel avenir envisage-t-il? On voit bien qu'en tout cas, il n'envisage pas... il y a aussi une dimension proprement, peut-être, il y a des chercheurs israéliens, notamment un économiste, Shir Ever, qui parle de suicide en même temps, qui dit un gouvernement qui commet un génocide avance vers un suicide. C'est ce qu'il dit, lui, en tant que chercheur israélien. Je précise que la notion de génocide fait débat sur cette question. C'est ce qu'il dit. Là, je reprends ses propos. Donc, Shir Ever, un économiste israélien qui a quitté le pays et qui dit que un gouvernement qui commet un génocide est sujet à, quelque part, ce suicide, ou en tout cas est dans un processus suicidaire. Mais au-delà de ça, qui est sa propre analyse, qui n'est pas forcément la mienne. Au-delà de ça, on peut quand même légitimement se demander quel avenir pense pouvoir construire un gouvernement qui détruit systématiquement toute possibilité de dialogue et de personnes avec qui possiblement dialoguer côté palestinien d'un côté, et puis même au-delà, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ces méthodes de guerre sont, de manière un peu différente, mais assez sensiblement similaires aussi, sont aujourd'hui appliquées au Liban. Alors vous avez commencé à répondre en partie à ma seconde question, la question de l'intentionnalité. Est-ce que ce futuricide, il est théorisé, ou est-ce que des éléments nous laissent penser qu'il peut être théorisé aujourd'hui par le gouvernement d'Israël ? Écoutez, ce qu'on voit théorisé, en tout cas, aujourd'hui de plus en plus, c'est une manière de se projeter, donc, alors, soit dans une guerre sans fin, ok, ça on le voit, mais également dans une forme de gestion de ces deux espaces, Gaza et la Cisjordanie. Et cette forme de gestion, elle inclut déjà une sorte de, ce que j'appelle une gestion infrastructurelle militarisée, c'est-à-dire on voit qui a été mis en place donc ces deux corridors, le corridor de Netzarim qui coupe la bande de Gaza en deux et qui a été étendu, qui fait aujourd'hui 8 km de large, d'après ce qu'on sait, dans lequel des infrastructures durables sont mises en place pour gérer les mobilités entre le nord et le sud de la bande de Gaza, avec un terminal de passage qui se profile. Aujourd'hui, on a 2 checkpoints. Le corridor de Philadelphie également au sud, à Rafah. L'extension de la zone, le buffer zone, qui enserre toute la bande de Gaza. Les zones tampons qui enserrent toute la bande de Gaza sur 1 kilomètre. Et donc le contrôle de toutes les entrées et sorties de la bande de Gaza. Et on voit que finalement se profile donc cette gestion à long terme. Dans le nord de la bande de Gaza, qui est aujourd'hui, maintenant, sujet depuis 10 jours à une offensive extrêmement violente, selon un plan qui a été établi en août, en tout cas affirmé en tout cas en août, qu'on appelle le plan des généraux. Ce plan qui vise donc à assiéger complètement le nord de la bande de Gaza, à demander à la population de quitter le nord, ce qui a été fait il y a une semaine, et en disant ceux qui ne partent pas seront considérés comme terroristes et seront susceptibles d'être éliminés. Donc le projet là, c'est affamer et exterminer. Je reprends des mots qui sont employés, ce ne sont pas mes mots. Donc ce processus vise, on le voit bien, à pousser toute une partie de la population vers le sud, sachant que le sud est déjà très, très engorgé. Trop densément peuplé. Très densément peuplé. Par ailleurs, on sait que depuis le début de ce conflit, il y a cette idée d'expulser en fait les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte, en fait, dans le Sinaï. Il y a des infrastructures qui ont été mises en place dans le Sinaï pour accueillir des personnes de manière très sécurisée, très fermée. Ça s'est heurté évidemment au refus
du président égyptien, Sisi, qui refuse cette expulsion. Mais enfin, c'est toujours une perspective possible. Et on voit aujourd'hui que dans le nord de la bande de Gaza, il y a de plus en plus de mouvements israéliens qui sont pour une recolonisation. Et il y a même, semble-t-il, quelques communautés qui se seraient déjà positionnées à certains endroits du nord de la bande de Gaza. Et ça, c'est évidemment porté par les ministres messianiques, Ben Gvir et Smotrich, qui, eux, sont vraiment en faveur d'un mouvement de recolonisation de la bande de Gaza. Donc, si je vous suis bien, l'absence d'avenir, l'absence de futur pour cette bande qu'est Gaza, c'est d'abord et avant tout une absence d'avenir politique bloqué consciemment par le gouvernement israélien. Ah, il y a un refus total du politique, mais qui n'est pas nouveau, en fait. Depuis la fin de la seconde intifada, les gouvernements israéliens successifs ne cherchent plus à résoudre la question par des moyens politiques. Il y a différents types de moyens qui ont été mis en place, dont cette gestion infrastructurelle, notamment qui a été mise en place en Cisjordanie, la construction de ce qui a été appelé des cellules territoriales par l'armée et qui ensuite a perduré en termes de gestion sur des microzones. Et donc cette question de fin du politique, si on peut dire, elle n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin et le futuricide, ça n'est pas juste le refus du politique, ça va bien au-delà sur un effacement, en fait, un effacement. On pourrait parler de mémoricide, on pourrait parler... mais quelque part, effacer le passé, effacer la présence des personnes dans des lieux, leur présence par l'architecture, leur présence évidemment physique en tant qu'être humain, mais la présence des cimetières, les cimetières aussi sont visés, etc. C'est effectivement viser toute possibilité de revenir dans cet espace ou d'y perdurer à court terme. Alors après, c'est une intention de futuricide, comme le génocide est caractérisé par la question de l'intention. Ça ne veut pas dire qu'au final... et on peut garder un peu d'espoir, il n'y aura pas une possibilité, peut-être pour les gens, en tout cas on leur souhaite, de vivre dans cette bande de Gaza. Hein. Mais en tout cas, il est clair que côté israélien, il n'a pas cette idée. Et je finirai, parce qu'on parle souvent des ministres messianiques, Ben Gvir et Smotrich, qui sont pour la recolonisation de Gaza, etc., et l'annexion de la Cisjordanie. Mais Benjamin Netanyahou lui-même a présenté un plan il y a quelque temps déjà, qu'il a appelé Gaza 2035. Donc lui, un plan pour le coup futuriste, hein, qui ferait de Gaza une sorte de Dubaï, avec cette idée très ancienne, hein, de la paix économique, hein, comme on l'a vu un peu avec le plan Trump, hein, cette idée que finalement... en construisant des zones franches ou en construisant une sorte de possibilités économiques, eh bien, les Palestiniens abandonneraient toute volonté d'autonomie et d'autodétermination. Et donc ce plan connecterait par exemple Neom en Arabie Saoudite par un train. Neom, c'est la grande cité futuriste d'Arabie Saoudite qui devrait voir le jour lors de la prochaine décennie. Voilà, tout à fait. Et donc il remettrait en fonction le fameux train du Hejaz et connecterait donc cette cité futuriste à une sorte de Gaza futuriste, évidemment vidée de la plupart de ses habitants gazaouis, avec toute une nouvelle population qui serait à même, et ceux qui accepteraient ce nouvel ordre, on va dire. Donc c'est un plan futuriste, mais c'est un plan qui a été quand même posé, écrit aussi. S'agissant de l'avenir de Gaza, qu'est-ce que nous enseigne l'expérience cisjordanienne, notamment en termes de dispositifs de contrôle? Je pense aux dispositifs territoriaux que vous avez décrits et à l'ensemble des dispositifs non territoriaux qu'il faut articuler avec les premiers. Bah, tout à fait, oui. Ce qu'on peut voir, c'est vraiment... à partir de 2005, quand il y a ce retrait unilatéral israélien de la bande de Gaza, de l'intérieur de la bande de Gaza, on voit, donc ça correspond avec la fin de la seconde intifada, on voit finalement des devenirs séparés se mettre en place. Donc Gaza, en soi, constitue une de ces cellules territoriales, mais à l'intérieur de Gaza assiégée, on peut dire qu'il y a une certaine unité territoriale, ce qui n'est pas du tout le cas de la Cisjordanie. La Cisjordanie est morcelée, donc par des dispositifs
territoriaux et non territoriaux. Donc les dispositifs territoriaux, c'est un peu les plus connus, hein, mais au-delà de ce mur dit de séparation, c'est surtout tous les checkpoints fixes ou volants qui sont à l'intérieur de la Cisjordanie, hein, du coup qui constituent ces micro-zones en fait, qui peuvent être ouvertes ou fermées en fonction de la situation sécuritaire. Et puis des dispositifs non territoriaux, sur lesquels j'ai particulièrement travaillé, qui sont à la fois ce que j'ai appelé une toile carcérale, c'est-à-dire une massification des incarcérations d'un côté, et un système de permis qui permet de gérer les mobilités entre ces différents espaces. La bande de Gaza, paradoxalement, pendant cette période, eh bien, elle n'est pas morcelée à l'intérieur, d'une part, et elle ne fait pas l'objet non plus de ces incarcérations massives. Comme en Cisjordanie. Les détenus gazaouis ne représentaient, avant le 7 octobre, que 4% des détenus palestiniens, puisque effectivement, ils ne pouvaient être arrêtés que lors d'incursions militaires ou sinon aux frontières. Il faut redire ce chiffre parce qu'il est stupéfiant. Au 6 octobre 2023, donc la veille du 7, les Gazaouis ne représentaient que 4% des prisonniers palestiniens. Oui, tous les autres, donc, logiquement, venaient de Cisjordanie. Et de Jérusalem-Est. Et de Jérusalem-Est. Oui. Et un petit peu aussi d'Israël en soi, c'est-à-dire de Palestiniens d'Israël. Et donc, aujourd'hui, quelles sont les proportions ? Alors aujourd'hui, le problème, c'est qu'on manque de chiffres fiables, puisqu'on n'a pas les chiffres sur le nombre de Gazaouis qui sont incarcérés. Mais par contre, on évalue sur les plus de 10 000 détenus, donc le chiffre a été multiplié par 2 depuis le 7 octobre, en général. Mais en fait, on serait plutôt sans doute autour de 14-15 000 si on compte les Gazaouis qui ne sont pas complètement quantifiés, mais donc ils représenteraient au moins 30% aujourd'hui des détenus. Le problème, c'est qu'on n'a que les chiffres qui sont donnés par l'administration civile pénitentiaire. Or, la plupart des Gazaouis sont détenus par l'armée dans des camps militaires. Donc là, on retourne à des formes d'arrestation qui rappellent, qui sont vraiment des rafles massives d'hommes entre 18 et 45 ans. Beaucoup disparaissent. On ne connaît pas, en fait, certains sont tués, etc. Donc là, et c'est pour ça aussi que les Gazaouis et les Palestiniens parlent de nouvelles Nakba, c'est qu'on revient à des pratiques en fait extrêmement violentes qu'on a pu voir. La Nakba, je rappelle juste d'un mot que c'est la catastrophe datant de 1948 qui avait incité, obligé, contraint entre 700 000 et 900 000 Palestiniens à migrer, à se déplacer. Oui, autour de 900 000, en tout cas, les chiffres des organismes humanitaires sur lesquels j'ai travaillé donnent 940 000 réfugiés. Donc une grande partie d'ailleurs, une partie sont venus d'ailleurs dans la bande de Gaza. La bande de Gaza étant donc du coup constituée de 70% de personnes issues de familles réfugiées en 48. Je voudrais peut-être insister sur un autre dispositif non territorial, celui des permis, qui est absolument majeur en Cisjordanie. Là encore, en quoi il nous permet d'éclairer ce que pourrait être l'avenir ou le semblant d'avenir pour Gaza ? Eh bien, des permis justement pour se déplacer, pour passer d'un lieu à un autre. Donc on peut imaginer, d'après ce qu'on voit là, qu'il y aurait des systèmes déjà de permis pour aller du nord au sud de la bande de Gaza. On peut imaginer plus de microzones, d'ailleurs, on ne sait pas. Évidemment, il y a les permis pour sortir de Gaza, mais ça, c'est pas nouveau, hein. Sauf qu'avant, on avait quand même une possibilité de sortie par Rafah, par l'Égypte, donc qui, quelque part, échappait au système de permis israélien. Aujourd'hui, on n'a plus ça, depuis que Rafah a été occupé en mai, hein, et que le corridor de Philadelphie l'est également, et lui aussi, hein, qui s'étend, qui se structure. En fait, on voit des infrastructures durables en fait se mettre en place. C'est ça qui fait envisager ce type d'avenir. Alors, concernant la Cisjordanie, les Cisjordaniens, il y a plus de 100 types de permis différents qui peuvent être donnés. Donc, ça peut être des permis, par exemple, pour aller se rendre à Jérusalem, pour aller travailler dans les colonies, pour se rendre à Gaza, justement, pour voyager à l'étranger, puisque vous êtes obligé, du coup, de passer par la Jordanie quand vous êtes cisjordanien pour voyager, et des permis de durée, de temps différents pour aller se faire soigner à l'hôpital à Jérusalem, où sont la plupart des hôpitaux palestiniens. En tout cas, beaucoup d'hôpitaux de grande qualité, etc. Et donc, on peut tout à fait voir se profiler, disons, des formes qui ressemblent. En tout cas, il y a une construction infrastructurelle assez importante à Gaza qui peut aller de pair avec une forme de colonisation, avec des formes de gestion de la population restante par ce type de choses. Mais ce qu'il faut dire aussi également, c'est que l'homogénéisation se fait un peu des deux côtés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des méthodes de guerre similaires qui sont appliquées en Cisjordanie, celles appliquées à Gaza. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, M. Katz, a
tweeté fin août un tweet qui dit il faut appliquer les mêmes méthodes en Cisjordanie que celles que nous appliquons à Gaza. En quelques mots, comment est-ce que vous liez ce concept de Nakba, ce mot de catastrophe en arabe qui décrit ce qui s'est passé en 1948 pour les Palestiniens, à ce concept que vous avez forgé, celui de futuricide? Comment l'un et l'autre doivent être articulés selon vous? Je pense que effectivement cette Nakba, elle a été un temps vécue comme ça, j'imagine, comme une forme de futur impossible. Mais en même temps, il y a toujours eu, après la Nakba, il y avait cette idée de retour qui est toujours là d'ailleurs. Hein. Donc je ne sais pas si on peut les lier parce que ça appartient pas à la même. La Nakba, c'est ce qui est vécu. C'est vous qui le faites, c'est pour ça que je me permettais de Oui, le dire. je le fais, mais pas directement. C'est-à-dire que la Nakba, c'est ce qui est vécu par les personnes, le sentiment de catastrophe. Le futuricide, si on peut dire, c'est l'intentionnalité. En tout cas, du point de vue du gouvernement israélien, en fait. C'est un peu différent, l'intentionnalité de toucher tout ce qui pourrait permettre un avenir. Je veux dire, quand vous ciblez, parce qu'on a vu très clairement cibler les élites ou les professionnels gazaouis, on a vu très clairement cibler les enseignants, les universitaires, les médecins, les artistes. En fait, quelque part, on se dit que enfin voilà, on n'est pas dans une guerre entre l'armée israélienne et le Hamas. Enfin, ça paraît quand même assez évident. Donc on est vraiment dans une guerre qui vise à empêcher, en tout cas dans un avenir proche, puisque l'avenir lointain, on l'espère, apportera autre chose, mais dans un avenir proche, empêcher toute possibilité de vie à Gaza. Alors à l'inverse, vous l'aviez dit, il n'y a pas aujourd'hui de fatalité. Heureusement, il y a peut-être encore un peu d'espoir. Comment empêcher ce futuricide d'être mis en place et surtout comment redonner par conséquent un avenir aux Gazaouis? Écoutez, il y a plusieurs niveaux. Enfin, il y a le premier niveau, c'est évidemment le cessez-le-feu et je pense qu'il est de la responsabilité, de chaque pays aujourd'hui, de tout faire pour aboutir à un cessez-le-feu, et arrêter effectivement les livraisons d'armes à Israël. Je pense que le pays qui détient vraiment ça dans ses mains, ce sont les États-Unis, mais les États-Unis finalement partagent quelque part une volonté commune en fait, hein. On peut pas dire le contraire. Ils ont la possibilité d'arrêter ce futuricide et ils ne l'arrêtent pas. Bon, évidemment, ils sont en période électorale aujourd'hui, mais ils ne sont pas en période électorale depuis un an et je ne suis pas certaine que ça change par la suite. Donc il y a ça d'un côté. Du côté donc il est évident qu'aujourd'hui, il faut absolument que tous les pays, que tout le monde, en fait, s'engage à arrêter ce gouvernement israélien qui, on le voit bien, s'emballe dans une sorte de folie destructrice, en fait, à l'échelle régionale. Et puisqu'ils ne peuvent pas s'arrêter tout seuls, je pense que tous les moyens doivent être mis pour les arrêter. Arrêter les livraisons d'armes, des opérations de boycott, etc. Je pense qu'aujourd'hui... Le Hamas lui-même n'a aucun rôle à jouer dans les négociations pour participer, je dis bien participer, à arrêter ce futuricide? Le Hamas a tout à fait un rôle à jouer, je suis complètement d'accord. Maintenant, le Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu il y a déjà quelques mois, qui avait été présentée comme une proposition israélienne, alors qu'en fait c'était une proposition, semble-t-il, américaine, que Netanyahou a décliné, in fine, parce que maintenant il veut maintenir la présence israélienne dans le corridor de Nesnarim. Et parce que la question de la libération des otages est au cœur des discussions. Non, mais en fait, ce qui a changé la décision de Netanyahou, c'est le maintien de la présence dans le corridor de Netzarim et dans le corridor de Philadelphie. Parce que la question des otages, il y avait des accords tout à fait possibles avec libération de certains prisonniers, etc. Donc le problème, c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, c'est la volonté du gouvernement israélien de se maintenir à Gaza, en fait. Et ce qui est évidemment pas acceptable. Maintenant, il ne s'agit pas du tout de dédouaner le Hamas de quoi que ce soit, loin s'en faut. Il a poussé à une destruction totale. Quelque part, il porte une responsabilité sur la destruction, évidemment. Aujourd'hui, par contre... Quelque part, même, il porte une responsabilité. Il porte une responsabilité. Oui, il porte une responsabilité, ça ne fait aucun doute. Mais en tout cas, aujourd'hui, la responsabilité principale qui est portée sur ce futuricide, elle est sur le gouvernement israélien, c'est tout à fait clair. Et je voudrais quand même ajouter un élément, c'est que du côté politique palestinien, parce qu'on parle beaucoup de ça, il y a aujourd'hui
et de longue date, hein, un consensus sur une volonté de refondation démocratique de l'OLP, avec aussi cette solution dite à deux États, que même le Hamas, en tout cas dans sa branche politique, et même le Hamas, a fini par accepter, hein, je dis bien. Et donc, finalement, la solution politique, on la connaît. On la connaît depuis longtemps. En tout cas, la solution politique à moyen terme, on la connaît. C'est finalement, ce sont les frontières de 67. Or, Netanyahou n'a cessé de répéter qu'il ne voulait pas d'État palestinien, et aujourd'hui, il bloque tout accord de cessez-le-feu sur le maintien dans la bande de Gaza. Donc, aujourd'hui, la question politique ne peut être résolue que par une pression sur le gouvernement israélien. Merci beaucoup Stéphanie Lahatte Abdallah. Je rappelle que vous êtes historienne politique, chercheuse au CNRS. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui apparaît aux éditions Cartala, Mort en guerre, détention des corps et figures du martyr en Palestine. Merci également à toutes celles et ceux qui font cette émission avec moi chaque jour. Stéphanie Villeneuve, Pascaline Bonnet, Bertie Bourdon, Juliette Mouelik, Mathias Meji, Florian Le Calvez et François Richer à la réalisation. Et aujourd'hui, c'était Noé Chaban aux manettes.